Bonjour à tous, bienvenue sur ce cours de programmation en Java. Pour la séance 10, nous allons aborder les méthodes, donc ce sera une grosse vidéo comparée à la précédente sur les attributs, qui va englober pas mal de choses. On va revenir sur un code très simple pour le coup, alors j'ai viré la classe 4 qu'on avait fait la dernière fois. On va voir un petit peu ici ce qui va changer. Première chose que nous allons voir, donc nous allons parler justement, parce que c'est le titre de la vidéo, des méthodes. Une méthode, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est une fonction en fait, donc c'est un nom que l'on donne à une fonction concernant de la programmation orientée objet. Puisque Java, comme je l'avais dit, on est obligé de programmer avec des objets. On ne pourrait pas faire un programme Java en fait sans utiliser d'objets. Puisque le programme principal que nous avons, en tout cas minimal, c'est déjà une classe, d'accord, donc ici, et ensuite la méthode main. Donc ceci est une méthode, comme j'avais pu le dire d'ailleurs sur la première vidéo à laquelle nous avions commencé à faire justement notre premier programme. Donc par défaut, quand nous allons en fait exécuter notre programme, la machine virtuelle va chercher donc notre classe principale, celle-ci, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'instancier nous-mêmes. Maintenant vous savez un petit peu en quoi ça consiste, l'instanciation d'une classe pour créer un objet. Et vous avez remarqué, nulle part en fait on s'est amusé par exemple à faire, je sais pas moi, à faire ce genre de choses. New app et ensuite d'appeler notre application, d'accord. La machine virtuelle va automatiquement chercher notre classe renseignée qui contient justement notre méthode main, ici, qui est notre point d'entrée de notre programme. Donc elle est un petit peu particulière du coup cette classe app que j'ai ici, puisque c'est notre classe principale au lancement de notre programme. Et elle contient donc cette fameuse méthode, que je rappelle est avec un niveau d'accessibilité publique. Elle a un mot-clé statique, mais ça justement on va en parler, puisque ça va être justement le principe là. Un type de retour, mais on va voir un petit peu, d'accord. C'est-à-dire qu'ici void, elle ne retourne rien, elle ne retourne aucune information quand elle est terminée, cette méthode-là. Son nom, et entre parenthèses, elle peut contenir, donc c'est pas obligatoire, des paramètres. Et ça c'est pareil, on aura l'occasion d'en parler quand on abordera notamment les tableaux par la suite. Alors voilà comment que ça se passe. Pour cette classe principale, ici, vous allez pouvoir bien évidemment faire tout un tas de choses, donc dans le main par exemple ici, comme utiliser des méthodes. On a d'ailleurs déjà fait. On s'est déjà amusé par exemple à afficher quelque chose à l'écran en faisant ceci. On a donc appelé, alors hop, je vais mettre comme ceci, println, d'accord, pour faire un affichage à l'écran suivi d'un retour à la ligne dans la console. Et à partir de là, alors pour le moment de toute façon j'en ai qu'un, donc on va faire juste ça, ici. Et là je fais ça et on pouvait afficher quelque chose à l'écran, d'accord. On se contente en fait d'utiliser des méthodes qui appartiennent à Java, qui sont donc natives, d'accord. On les utilise et ça fonctionne très bien. Chaque méthode permet de faire quelque chose en particulier et on va en apprendre plein, on va en utiliser vraiment plein. On va en avoir ensuite qui sont liés aux chaînes de caractères, on en aura par rapport au tableau et on en aura pour pas mal d'autres types de classes, pareil, qui sont natives à Java. D'ailleurs la classe chaîne de caractères string est une classe justement de Java, d'accord, qui permet de manipuler des chaînes de caractères, qui possède ses propres méthodes, et on le verra ça dans une vidéo prochainement. Donc ça, c'est l'utilisation, on va dire, simple, d'accord, de nos méthodes. On peut sans problème utiliser des méthodes comme ceci. Mais nous, ce qui nous intéresse, pour ne pas avoir seulement qu'à utiliser des méthodes, c'est de pouvoir également en créer. Maintenant, la première question à se poser, c'est quel intérêt en fait de faire des méthodes, ce qu'on appelle donc les fonctions liées à la programmation objet. Est-ce qu'on ne pourrait pas programmer en fait sans utiliser de méthode? Alors on pourrait, mais simplement ça poserait de nombreux soucis. Le premier d'abord, c'est la répétition de code. Admettons qu'à un moment donné, je sais pas, moi je veux répéter, alors là moi j'ai pas forcément grand chose, mais par exemple je veux faire tout un tas d'instructions, tout un tas de choses dans mon programme, et à un moment donné, je dois répéter certaines parties de mon code. Alors ça peut être, je sais pas moi, on peut faire... qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre par exemple ceci. Comme ça, et puis ensuite on va mettre, je sais pas, âge égale 15, et on répéterait du coup ceci. Voilà. Par exemple, si dans une autre partie de mon programme j'avais besoin de faire ces choses-là, c'est-à-dire par exemple de passer âge égal à 15 et ensuite de refaire un affichage, je vais répéter du code. Admettons ailleurs, on fait à un autre moment dans mon programme. Donc là on peut imaginer qu'on a pas mal d'autres choses entre-dedans. Et à un moment donné, on doit refaire cette manipulation pour je ne sais quelle raison. Du coup, on aurait de la répétition de code. Donc ça, c'est la première règle déjà, la première chose qui doit vous interpeller, c'est que si vous avez du code qui se répète dans votre programme, vous devez tout de suite vous dire, je dois pouvoir factoriser ça dans une méthode. Factoriser, ça veut simplement dire, au lieu de faire ça de manière répétitive, vous voyez, en plus c'est à deux endroits différents, et ça pourrait être dans un programme réel être à 10, 20, 50 endroits différents, on va mettre ça dans une méthode. Et pour utiliser, en tout cas créer notre propre méthode, on va le faire ici dans notre classe principale.
Donc la règle très simple par rapport à la classe principale de notre programme en Java, c'est d'avoir une méthode qui est statique, justement. Parce que ici, on n'a pas instancié, en fait, vous voyez, on a encore une fois, on n'a pas instancié cette classe app, donc on ne peut pas en fait faire de méthodes qui ne sont pas statiques, sinon bah, évidemment on ne pourra pas les appeler. Donc la règle ici, c'est pour la classe principale, on fait des méthodes automatiquement statiques, et publiques bien évidemment pour pouvoir les exécuter, c'est quand même plus pratique. Donc on va faire public, statique. Ici, bon, on n'a vraiment aucune information à retourner, de toute façon on n'a pas encore vu ça, on va le voir là dans la vidéo. Donc on fait void, et puis on va mettre par exemple, je sais pas moi, on va mettre, je peux mettre par exemple prog, voilà, parce que j'ai vraiment aucune autre information. Et les parties répétées, du coup j'ai plus qu'à les mettre là. Voilà. Du coup, à chaque moment où j'ai besoin d'exécuter ces instructions, bah, je n'ai plus qu'en fait à faire appel à la méthode. Donc ça, on va faire utiliser une méthode, hein, vous savez le faire, donc il suffit juste de faire ça. Donc je vais mettre cette partie là. Voilà. En gros, on va avoir ça. Donc là, on ne fait plus que répéter du coup, parce qu'il faut bien répéter, ça on n'a pas le choix pour le coup, répéter l'appel à la méthode. Pour dire, bah, dès qu'on va vouloir passer âge à 15, alors là évidemment bon, ça ne marchera pas puisque j'accède à une variable ici qui n'est pas accessible. Donc d'ailleurs mon exemple n'est pas bon du tout. Alors ce qu'on va faire en fait, parce que là évidemment ça ne marchera pas. Hein. Mettre bonjour, et puis par exemple on va refaire un affichage en fait. Bon, on va faire grand chose qu'on n'a pas vu non plus grand chose pour le moment en programmation Java. Donc admettons voilà qu'on veut répéter ces choses là, tout ça du coup on l'enlève, on s'en fiche un peu. Voilà. Donc on peut imaginer qu'on va afficher ces deux textes et puis à un moment donné bah, on a plein d'autres choses qui se passent dans le programme et on veut à un moment refaire cet affichage là identique, donc on va réappeler la méthode. Donc là premier du coup, première chose pratique. Donc déjà, bon, je vais recompiler tout ça. Vous voyez que ça s'affiche sans problème. Donc ça, c'est la première chose. C'est déjà, on évite de répéter du code. Parce que vous voyez, il n'y a qu'un seul endroit au final où nos instructions sont écrites. Ensuite, à chaque endroit, on a besoin évidemment de faire référence à ça. On appelle la méthode qui va bien, d'accord, donc par rapport à son nom. Terminé, mais ça fonctionne. Autre avantage de ça, bah, c'est que le jour où vous voulez modifier le texte, par exemple, affiché là, vous n'aurez pas besoin de le faire à X endroits différents. C'est-à-dire que là, si on avait la répétition de code, si vous l'avez répété 10 fois, bah, le jour où vous allez vouloir modifier une partie, vous allez devoir modifier 10 fois. Alors même si avec les éditeurs, on peut faire du remplacement d'un coup, en fait, d'un endroit à un autre, c'est quand même pas pratique, encore une fois, parce qu'on a du code qui est répété. Là, l'avantage, bah, c'est que le jour où je veux rajouter, par exemple, une autre ligne, on va faire ça, hop. Bon, c'est pas forcément du texte très inspiré, mais peu importe. Et automatiquement, bah, les modifications qui ont été faites là vont bien naturellement se répéter et se répercuter en fait ici. Donc là, j'ai plus qu'à recompiler mon programme. Voilà. Et vous voyez que tout a été modifié directement. Donc on n'a plus qu'un seul endroit à modifier et c'est bien plus pratique. Donc ça permet en fait d'organiser un peu mieux notre programme. En gros, donc plutôt que d'avoir voilà, du code répété qui serait mélangé dans tout n'importe quoi, parce qu'encore une fois, rappelez-vous que dans un vrai programme, vous n'aurez pas que 5-10 lignes, hein, évidemment, vous en aurez des centaines, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, donc il va falloir organiser ce code-là. Là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir des méthodes qui font un certain nombre de choses. Et pareil, une autre règle qui est intéressante et qui, je pense, il faut l'assurer un maximum, c'est de se dire qu'une méthode ou une fonction, quel que soit le langage de programmation d'ailleurs, ne doit faire qu'une seule chose à la fois. Imaginez par exemple un programme, je sais pas, un programme graphique qui va afficher une fenêtre, qui ensuite va charger une image, et ensuite va positionner cette image, et après par exemple va l'animer. On va pas s'amuser à faire une fonction qui ferait tout ça. On aurait une méthode qui ferait par exemple, je sais pas moi, load window, d'accord, qui chargerait notre fenêtre, qui ferait donc tout un tas de choses, hein, on peut imaginer. Et ensuite on aurait du coup une autre méthode. Alors bon, je mets pas de choses de retour, hein, parce que pour le moment on s'en fiche un peu. Load sprite par exemple, l'image de notre jeu. Et puis après par exemple, de quoi animer le sprite. Et du coup dans notre programme, quelque part, bah, dès qu'on aurait besoin de charger notre fenêtre, bah, on n'aurait plus qu'à appeler notre méthode load window. Après, bon, au moment où on a besoin de charger l'image, bon, on la charge. Et puis à chaque moment où on a besoin de l'animer, par exemple après l'appui d'une touche ou je ne sais quoi, eh bien on animerait à ce moment-là le sprite.
L'avantage encore une fois c'est que on sait automatiquement ce que fait notre code, juste en lisant les noms des méthodes, ça auto-documente votre code, et ça c'est très important, plutôt que de devoir commenter en disant bah, ce code là charge une fenêtre, logiquement si vous mettez des noms suffisamment explicites, vous allez auto-documenter votre code. Et ça c'est très important quand on fait des codes assez conséquents, de bien donner des noms explicites, que ce soit pour les méthodes, les classes et tout ce qui est variable, et notamment paramètres et tout ça, pour pouvoir un maximum auto-documenter votre code. Si vous êtes obligé d'écrire 15 000 commentaires sur du code, c'est que vous avez mal écrit à la base, et là c'est un gros problème. Logiquement, un code qui est bien écrit doit être un minimum documenté. Par exemple, les algorithmes un peu complexes, ou les opérations, justement les instructions qui sont pas forcément très, on va dire, très forcément lisibles au départ, et que vous avez besoin de commenter pour les comprendre très rapidement si un jour vous revenez sur votre code après plusieurs mois, plusieurs années. Mais c'est tout. Donc là on va voir ce genre de choses. Et là pareil on retrouve le principe de la modification rapide, c'est-à-dire le jour par exemple où je veux charger mon image par exemple d'une autre manière en utilisant d'autres choses, et bien je n'aurai que cette méthode à modifier. Et automatiquement ça va se répercuter partout où je l'aurai utilisé. Et ça c'est très pratique, ça évite évidemment la répétition de code et de devoir modifier à 10, 20, 50 endroits différents. Donc voilà l'intérêt d'utiliser des méthodes ou des fonctions. On est vraiment obligé de s'en servir pour pouvoir rendre le code mieux organisé, plus modulaire aussi, et beaucoup plus efficace, pour éviter la répétition inutile d'instructions. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc la règle à retenir, c'est des méthodes statiques pour tout ce qui concerne notre classe principale ici. D'accord? Ça c'est une règle obligatoire en public, et après on a ce genre de choses là. Donc ça c'était un cas, d'accord, de méthode. Alors j'essaie de rien oublier, j'avais de toute façon noté les petites choses que je devais aborder avec vous pour pas oublier la moitié de trucs, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Donc je vous ai présenté les méthodes, je vous ai montré donc comment en créer une donc avec le mot-clé statique, très important. Et ensuite on va pouvoir regarder un petit peu tout ce qui est création de méthodes un peu plus enrichies. Donc on verra ça par la suite, on va le voir d'ailleurs même tout de suite ici. On va aller là, et on va créer un autre type de méthode. Alors, l'autre type de méthode qui va nous intéresser, nous, ici, c'est une méthode déjà qui peut retourner une information. D'accord? Donc, comment faire une méthode qui a une valeur de retour? C'est très simple. Donc, on fait public statique. Par exemple, je vais mettre getNumber2. Alors, c'est évidemment une méthode qui est inutile, mais encore une fois, c'est vraiment pour que vous compreniez le principe. Alors ça c'est pareil, je vais prendre le temps de bien expliquer parce que sur d'autres cours, c'est souvent quelque chose qui est assez mal compris pour les gens qui débutent, ce qui est en fait retour de fonction. Les gens ne comprennent pas forcément, donc je vais essayer de l'expliquer encore d'une autre manière pour que vous ayez toujours différentes explications selon le cours que vous suivez. Alors là, le principe en fait c'est ceci. Alors déjà je vois que j'ai oublié le type de retour, bravo, on oublie la moitié des choses. Voilà. Donc toujours le mode d'accessibilité, le mot-clé statique, important parce qu'on est dans la classe principale du programme où il y a la méthode main, et le type de retour. Vous savez maintenant ce que sont les types de variables des données, hein, on a vu ça dans une vidéo bien avant. Donc ça veut dire simplement que cette méthode getNumber2, elle va retourner un entier. Et donc automatiquement, la compilation au niveau de Java va attendre, le compilateur, forcément à un moment donné que nous retournons un entier. Donc c'est le cas ici, puisque c'est ce que je fais au plus simple, je fais return2, puisque j'ai appelé ma méthode retourne le nombre 2, pardon. Donc c'est histoire d'être assez cohérent. Et là, le truc qui est pratique, c'est qu'au final, j'ai plus qu'à faire ça. Alors on pourrait passer par une variable intermédiaire, mais c'est pas obligatoire, en faisant ceci. Donc j'appelle, vous voyez, ma méthode dans la méthode print. Et là, au final, en faisant juste ça, je vais bien avoir le nombre 2 qui est affiché. On aurait pu, bien sûr, dire number, décaler ici la récupération. On va faire en 2 étapes en fait. On fait ça, et ensuite c'est number qu'on affiche. Et maintenant vous avez compris normalement le principe des variables, donc vous savez que c'est équivalent, c'est juste qu'on passe par une variable intermédiaire. Donc c'est exactement la même chose. Donc voilà le principe. Nous avons donc return qui est une instruction, d'accord? C'est une instruction un peu particulière. Donc c'est pas une méthode, c'est pas autre, c'est vraiment une instruction qui dit tu vas retourner quelque chose. Et ça fait pas que retourner une valeur, ça arrête en fait la méthode. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un return qui est exécuté, on termine la méthode. Même si on avait par exemple un autre code après, d'accord, genre ceci, vous allez voir que ça ne va strictement rien changer. D'ailleurs, je pense qu'il va pas être content. Oui, je pense que de toute façon, Java... Alors, il y a des langages qui acceptent ça, mais Java, je sais, ouais, de ce que je me souviens, Java n'aime pas qu'on fasse par exemple plusieurs returns comme ça. Parce qu'en fait, on n'a pas par exemple géré des conditions. Donc, en gros, de toute façon, vous voyez voilà, que ça ne marche même pas. Vous avez des erreurs compilation qui vous dit de toute manière, il manque des infos, ou alors il y a tout simplement trop de returns ici. Donc ça va pas. Donc on ne peut pas faire ça. En gros, à partir du moment où il a exécuté celle-là,
on sort directement de la méthode. Donc on se retrouve ici à nouveau dans la méthode main, donc tout ce qui est fait après, en fait, ne serait pas exécuté. Alors bien évidemment, on peut avoir plusieurs returns en fonction des conditions. Par exemple, on va avoir, je sais pas moi, on va mettre genre get number, vous allez voir. On peut faire ceci, donc on change un petit peu. Voilà, et puis on peut dire ceci. Alors, int... Alors c'est un peu bizarre aussi, mais je vais mettre, je sais pas moi, genre... On va mettre ça comme ça. Boolean, un booléen, on va mettre... Je sais pas forcément comment l'appeler, bon peu importe. Mettre par exemple ce genre de choses. Et du coup on fera ça. If info, donc si c'est vrai, hein, si info est égal à 1, donc à true, et bien on va faire par exemple return 1. Et sinon, on peut faire, d'ailleurs j'ai oublié le point virgule, return 0. Et du coup, en fonction de la valeur qu'a pris ici la variable, alors oui évidemment il n'est pas content. Voilà, donc c'est bien un entier que je retourne, c'est parce que j'avais mis le 1 ici, mais ça qu'il n'aime pas. On va faire ça. Voilà, donc là vous voyez qu'il affiche 1, puisque c'est égal à true, et là c'était à false, et bien il va aller dans le else, donc il va retourner autre chose. Donc dans ce cas-là, évidemment, je peux avoir plusieurs returns. Mais ça veut dire que dans tous les cas, il ne pourra pas exécuter les deux. Il va pouvoir qu'en exécuter un seul des deux. Donc à ce moment-là, ça ne pose pas de souci. Par contre, si on faisait dans une méthode une liste d'instructions où il devrait exécuter plusieurs returns, pas possible. Parce qu'à partir du moment où il en a fait un, comme je vous ai dit, on sort de la méthode, donc c'est plus possible d'exécuter la suite. Donc voilà en quoi ça consiste. Ça veut dire simplement tu retournes une donnée, et la donnée elle est de quel type? Du type que vous avez renseigné ici. Donc par exemple ici je peux pas m'amuser à retourner une chaîne de caractères ou ce genre de choses. Sinon à ce moment-là il faudrait mettre ce genre de choses. Et là pareil il va faire autre chose, genre pas ok comme ça. D'accord, pour vraiment respecter le type ici qui est retourné. Donc attention à ça par rapport au type de retour. Donc voilà ce qu'on peut faire. Si vous n'avez rien à retourner, c'est-à-dire s'il n'y a aucune instruction return dans votre programme, comme on l'a vu jusqu'à présent, et bien évidemment, comme pour la méthode main, on dira que le type de retour est void. Void ça veut dire rien, rien du tout. Mais il faut le mettre, on ne peut pas juste s'amuser à dire comme ça retourne rien, on ne met rien. Il faut vraiment indiquer explicitement que cette méthode ne retourne rien. Comme ça au moins à la lecture on arrive bien à identifier justement s'il y a quelque chose qui est retourné ou non. Donc voilà pour cette partie là. Passons à une autre séquence maintenant concernant les paramètres, c'est-à-dire que l'inverse. Donc une méthode, comme je vous ai dit, peut retourner quelque chose ou non, mais une méthode peut aussi prendre des paramètres ou non. Donc là ce qu'on va faire c'est say, puis on va mettre ça comme ceci. Je veux une méthode qui prend comme paramètre ici une chaîne de caractères. Donc on l'avait appelée say, elle ne retourne rien puisqu'on ne veut pas qu'elle retourne quoi que ce soit en particulier, on n'a pas forcément besoin. Par contre elle va prendre en paramètre un message. Et ce qu'elle va faire ici, alors ça n'a aucun intérêt encore une fois comme exemple si on, dans un cas réel, d'accord, parce qu'on a une fonction, une méthode ici qui ne fait qu'un affichage, donc ça ferait quand même très peu pour avoir besoin de faire une méthode pour ça. Et en gros, elle va afficher le message. Voilà. Donc on peut faire ça. Et là, évidemment, si on compile tout ça et qu'on exécute, voilà, ça fonctionne. On lui a passé en fait, en paramètre, une information. On dit en fait que cette méthode say, elle a besoin d'un paramètre qui est de type string, donc une chaîne de caractères, et que nous allons stocker temporairement dans une variable qui s'appellera msg. Cette variable aura comme durée de vie, eh bien, la méthode. D'accord, comme pour ce qu'on avait vu ici, comme je vous avais dit dans les variables dans main, quand on crée une variable dans main, si je fais ça par exemple, cette variable age n'existe que dans main et elle va être détruite à la fin de la méthode main. Du coup cette variable msg que j'ai affichée là, elle n'existe pas dans main, d'accord, c'est bien séparé. D'ailleurs si j'essaye de faire, alors on va faire ça, cet affichage ici, vous allez voir qu'à la compilation, la machine va pas être très contente. Voilà. Tout simplement. Il nous dit voilà tout simplement que la variable message ici en fait il ne la trouve pas. D'accord, cannot find symbol, donc il ne trouve pas cette variable. Elles sont bien séparées. D'accord, cette variable ici n'existe que dans ce contexte, donc dans cette méthode, et pas ailleurs. Si vraiment on voulait récupérer cette information, éventuellement, on pourrait faire ce genre de choses. Ce qui là pour le coup est assez bizarre. Donc on dirait ça. Donc on affiche le message, ensuite on return msg. Et du coup ici on fait string msg. Et on récupère. Donc on peut très bien faire ça. C'est-à-dire que dans une variable, on lui affecte un appel de méthode. Et ce que ça va faire, alors c'est pas ça déjà. Voilà. C'est ça. D'accord? Donc là, ça a fait ça. Je vais vous montrer un petit peu ici. Donc ici, on déclare une variable msg. On va lui affecter un appel à une méthode.
Donc on appelle cette méthode, elle prend en paramètre une chaîne de caractères. On l'a bien indiqué, donc c'est bon, il n'y aura pas d'erreur. Dans cette méthode, qu'est-ce qu'on fait? On affiche sur la console le contenu de MSG, qui était hello avec un point d'exclamation. Donc c'est effectivement affiché. Ensuite, on return MSG. Donc on revient, donc on quitte cette méthode say, on revient dans main, ici. Du coup, le contenu de MSG qui était là, on l'a stocké dans cette variable MSG. Alors, j'aurais pu mettre un autre nom, hein, d'ailleurs, attention, c'est vraiment deux choses différentes. Hein. Voilà, ça fonctionne aussi, je peux refaire ça. Voilà, c'est exactement la même chose, d'accord? Parce qu'on a vraiment deux variables distinctes. Donc, return de MSG, si vous voulez, c'est comme si j'avais dit, bah, grâce au return, ce que tu as mis là-dedans, dans cette variable, tu vas le stocker dans cette variable-là, d'accord? Parce que vous voyez, elle est affectée. Donc, en faisant ça, c'est comme si je disais ça, en fait. Ce que retourne la méthode say, tu le mets dans message, qui est de type string. Ça revient exactement à ça. Et du coup, bah, comme ici après on affiche message, bah, on a bien à nouveau le hello qui est affiché. Donc il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'en plus, bah, si on s'est amusé entre temps à faire ça, bah, là par contre on aurait changé le message. Voilà. Puisque ce qu'on a retourné ici de MSG, ce n'est plus ce qu'on a passé en paramètre, puisqu'on l'a modifié entre temps. Mais comme on n'a pas encore vu tout ce qui est manipulation sur les chaînes de caractères dans le détail, on aura une vidéo spécialement pour ça, donc on verra ça plus tard. Mais voilà en gros comment il faut le comprendre. Alors j'ai bien pris le temps d'insister, ça a rallongé un peu la vidéo, mais c'est important parce que j'ai vu pas mal de gens galérer avec ça. Pas comprendre justement ce principe d'une fonction, d'une méthode qui ne retourne quelque chose, qui est une info, et j'ai vu beaucoup de gens faire des erreurs sur comment récupérer cette information-là. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une méthode qui retourne quelque chose, mais comprenez que c'est le seul moyen en fait de passer des informations d'une méthode par exemple à une autre. Parce que ce qui existe dans say ne peut pas exister dans main et inversement. Le seul moyen de récupérer une info, bah ici c'est de la passer en paramètres. D'accord? On peut très bien par exemple encore une fois faire ça aussi. Mais pareil, ça normalement vous êtes censé comprendre qu'on peut faire ça. Là. Et ici du coup de dire bah message c'est ça. Alors, on peut également faire ça. D'accord? Là, c'est juste qu'en fait, je passe par des choses intermédiaires ou non. C'est exactement le même principe. Que je fasse l'appel direct ou que je passe par une variable, c'est tout pareil. Si vous avez compris le cours que j'avais fait sur les variables, logiquement, ça, vous devez parfaitement comprendre ce que je vous montre ici. Et ensuite, on modifie l'info, on la récupère, donc ça a bien été modifié dans Message, et ici, du coup, on a effectivement World qui a été modifié. Donc je peux recompiler, on verra que le changement que j'ai fait n'a aucun changement sur le résultat final. C'est exactement la même chose. Voilà pour ça. Donc on a vu le principe des paramètres d'une méthode, on a vu comment elle peut retourner ou non quelque chose, et on va rajouter un petit complément, c'est qu'évidemment, une méthode peut prendre plusieurs paramètres. Donc il faudra qu'il soit précisé dans l'ordre. Donc en gros, par exemple, j'ai besoin ici d'un entier, il faudra évidemment qu'à l'appel ici, je le passe dans cet ordre-là. D'accord? Il faut que lors de l'appel, les paramètres que vous donnez, que ce soit des variables ou des valeurs en dur comme je fais là, c'est-à-dire que là je le passe par une variable et là je mets directement la valeur en dur, c'est-à-dire que je l'écris dans le code, je passe pas par une variable, il faut qu'il soit dans le même ordre que évidemment, mais ici on va dire la signature de la méthode, qui dit bah cette méthode en premier, c'est important, elle prend une chaîne de caractères et en deuxième elle prend un entier et pas l'inverse. Voilà comment ça fonctionne. Alors petite particularité, contrairement à d'autres langages par exemple comme le C++ ou Python, on ne peut pas avoir d'argument optionnel. On ne peut pas par exemple s'amuser à dire bah on fait ça et du coup bah, si le nombre ici on ne le propose pas en fait de nombre à l'appel, et bah du coup il y aura la valeur 1 qui sera mis par défaut. Ce genre de choses, d'accord, les paramètres avec des valeurs optionnelles n'existent pas en Java. Alors il y a des moyens de bricoler plus ou moins ça, mais sachez que comme ça de manière on va dire syntaxique, il n'y a pas moyen de le faire. Par contre, il y a une chose très importante et qui là du coup peut servir, c'est la surcharge de méthode. La surcharge de méthode, ce qui est pratique, c'est qu'en fonction des informations que vous allez passer, la machine virtuelle à l'exécution pourra exécuter une ou une autre méthode en fonction des paramètres que vous lui donnez. Alors on va regarder un truc très simple, mais je pense que c'est l'exemple qui est repris très souvent quand on parle de la surcharge de méthode en Java. On va passer, alors on va faire simplement ceci. Par exemple, je vais donner de 5. Alors je vais même carrément, je vais pas passer par des variables intermédiaires. On va faire juste ça comme ça. Voilà. Donc je voudrais pouvoir faire ça. Et aussi pouvoir faire ça. On est d'accord qu'en termes de type de données, c'est différent. Ici nous avons des entiers, ici nous avons des flottants. Vous savez que Java a deux types différents pour ça. On pourrait sans problème se dire, bon bah ça en fait c'est équivalent à 2.0, on pourrait sans problème
traduire cette information en flottant sans perdre de l'information. Par contre, ça, le convertir en entier, on perdrait la partie décimale. Donc là, c'est assez embêtant. Donc ce qu'on peut faire en Java, très pratique, c'est faire de la surcharge de méthode. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous faites comme on a vu, comme ceci, et je peux dire que j'ai une première méthode, je veux pouvoir faire l'addition d'entiers. Donc elle va forcément retourner un résultat entier. Donc, int, sum, elle prend un nombre A de type entier, un nombre B de type entier. Et cette méthode, elle fait simplement A plus B. Et je fais une autre méthode, pareil, mais qui elle, pour le coup, retourne un float. D'accord, on va même double, mais bon, peu importe, on va mettre float. Et je lui donne le même nom. Alors, par contre, pourquoi il me prend pas en... Ah, c'est parce que oui. C'est vrai que des fois, il est un peu bizarre, l'éditeur, voilà, c'est... Tant qu'il n'y a pas les parenthèses, il change pas la couleur. Parce que je me suis dit, je vais quand même pas gourer. Parce que je fais gaffe que des fois, entre tous les langages de programmation, les noms pour les types de données sont pas forcément tous identiques, donc des fois, je pourrais me tromper. Donc je préfère vérifier avant. Mais float, non, il est bien en Java, il n'y a pas de problème. Et on fait ça. Alors, évidemment, comme pour une variable, logiquement, on ne devrait pas pouvoir avoir des méthodes qui portent le même nom. D'accord? Sinon, évidemment, ça entrera en conflit. Comme pour des variables, on ne peut pas, dans un même endroit, par exemple, faire ça. Et puis ensuite, de faire ça. Il y aurait un problème parce qu'on a une double déclaration, donc d'une variable qui existe déjà. Donc ça, pas possible. Par contre, pour les méthodes, on peut, et on aura du coup une surcharge. Pourquoi on peut? Parce que si on regarde la signature de ces méthodes, elles sont différentes. Elles ont peut-être le même nom, mais elles ne prennent pas elles ne renvoient pas la même chose, ou elles ne prennent pas les mêmes paramètres. Et elles, c'est carrément les deux qui changent. Les paramètres sont différents, et en plus le type de retour est différent. Donc, comment que ça va se passer? Quand on va appeler ici la méthode sum, vous voyez qu'on voit, là on n'a pas d'indicateur de celle qu'on veut appeler en particulier, c'est Java, donc la machine virtuelle à l'exécution, qui va se dire, là tu me passes des informations comme ça, est-ce que le 2 et le 5 c'est plus proche d'entier ou plus proche de flottant? Et en fonction, il appellera la bonne méthode. Et ici, 2,3, 5,6, est-ce que c'est plutôt des entiers ou est-ce que c'est plutôt des flottants? Et du coup, à l'exécution, on va tester. Alors, qu'est-ce qu'il dit? No suitable method found. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui lui va pas? L'ossi convert, c'est parce que peut-être qu'il est pas content. Il préférait peut-être des doubles. Bon, on va lui passer des doubles. Ici. Et là, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, attendez, pourquoi j'ai... Mais non, c'est surtout ça en fait, c'est parce que... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié la moitié des infos. Voilà. Et des fois je concentrais sur ce que je vous dis, du coup je note n'importe quoi. Voilà, et là par contre, comme il a peur qu'il y ait des pertes d'informations, il préfère qu'on passe des doubles. Donc, pas de problème. On fait ça. Voilà. Et là vous voyez du coup la différence. Ici, donc on a un calcul du coup qui est très précis par rapport à ça. Et là, évidemment, on a un calcul fait sur des entiers. Donc, c'est automatiquement Java qui s'est occupé d'appeler la bonne méthode. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la surcharge de méthode. Vous mettez le même nom, mais vous passez pas les mêmes types de données, d'accord? Ça ne renvoie pas forcément le même type de données. Et du coup, c'est Java qui choisira un petit peu quelle méthode il appelle en fonction donc des cas, d'accord? C'est au cas par cas. Il va analyser les données que vous donnez et que vous passez, et il saura du coup quelle méthode appeler au mieux. Alors c'est pas comment dire, ça ne peut pas ne présenter aucune erreur à 100%, donc il faut faire attention. Il faut avoir vraiment des méthodes qui sont quand même différentes dans les données qu'elle gère, pour qu'évidemment Java puisse ne pas se tromper en fonction. Donc quand c'est sur des noms comme ça, généralement il s'en sort bien. Mais il faut faire attention, voilà, qu'il n'y ait pas non plus trop de similitudes pour que évidemment vous attendiez à ce que telle méthode soit utilisée, et en résultat on se rendrait compte que c'est pas le cas du tout. Mais il faut bien choisir par rapport à ça, et voilà en tout cas une possibilité justement par rapport à la surcharge de méthode en Java. Voilà, donc on a fait déjà le tour sur les méthodes. On a vu comment utiliser les méthodes comme on l'a toujours fait. Donc maintenant vous savez ce qui est println, etc. dans le détail, que c'est pas juste là pour faire joli, c'est pas une simple instruction, c'est réellement l'appel d'une méthode avec des objets, d'accord? Donc mais ça on en parlera plus tard, les packages, les objets, etc. Et on peut du coup appeler tout un tas de méthodes, donc on les reconnaît facilement avec des parenthèses ici, et de créer vos propres méthodes, avec ou sans paramètres, avec ou sans valeur de retour, sans une donnée en fait qui est retournée quand on termine en fait cette méthode. Donc ça c'était un premier point. Maintenant on revient, parce que encore une fois Java est un langage qui permet de programmer en objet et qui nécessite de programmer en objet. Donc on va adapter ce fonctionnement maintenant aux méthodes liées à une classe, qui sont quand même assez particulières, et notamment une méthode qui est très importante, qui est le constructeur. Et vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Alors ici on va virer tout ça. Donc vous avez dit que cette vidéo allait être un peu longue, parce qu'il y a vraiment plein de choses, mais c'est très important.
et ensuite on va aller sur Java ici. Alors ça je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. On va créer. On va reprendre, ça c'est un exemple que je prends très souvent dans mes vidéos, hein, parce qu'il est suffisamment clair. Player.java, voilà. Ok, et ensuite du coup on fait... Voilà, donc je rappelle, le constructeur est un cas particulier. Il n'y a pas de type de retour voilà, par rapport à lui, puisque c'est une méthode un peu à part. Mais il va y avoir quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire, moi je veux pouvoir faire ça. Dire, bah, j'en crée un premier, comme ceci. Je lui passe aucune information, d'accord? Et je veux pouvoir en créer un autre, où je dois lui passer obligatoirement un nom. Et je veux lui en passer un autre, où je dois lui passer un nom et par exemple un niveau de joueur, ce genre de choses. Et ça va pouvoir fonctionner tout ça. Donc là, ça va être très intéressant puisqu'on va pouvoir déjà surcharger notre constructeur, qui est en fait une méthode, hein, c'est une méthode comme une autre hein, par rapport à ce comportement-là. Et du coup, on va pouvoir un petit peu avoir ce principe de, en fait, de simuler un petit peu des caractères optionnels. Parce que là, en gros, on lui dit, bah, t'es pas obligé en fait de passer des informations quand tu instancies un joueur. Si tu lui passes ces deux informations-là, et bah, pas de souci. Si tu lui passes qu'un nom, et bah, il se débrouillera hein, pour le niveau, parce qu'on voudra que nos joueurs aient un niveau obligatoirement. Et si tu lui passes rien, et bien, on va affecter un nom de joueur par défaut et une valeur pour le niveau par défaut. Et du coup, pour faire ça, bah, on va devoir écrire 3 constructeurs, donc 3 méthodes pour faire marcher justement cette surcharge de méthodes comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, si on n'a rien, d'accord, alors déjà on va mettre toutes les informations là. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais dit une petite bêtise dans le cours précédent. Je vous avais dit que ici, au niveau des attributs pour une classe, si on avait par exemple juste ça, l'attribut était privé par défaut. Alors non, pas en Java justement, c'est pour ça que Java c'est un petit peu compliqué par rapport à ça, c'est que tout l'inverse, Java par défaut, si vous ne mettez aucun mot-clé pour l'accessibilité, tout est public, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres langages. Il y a d'autres langages, quand on met rien, c'est en privé par défaut. Pour Java, c'est en public par défaut. Donc très important de ne pas oublier le mot-clé comme ceci. Je m'étais trompé, je vous avais dit que c'était privé par défaut. Non, pas en Java, c'est public. Donc là, on fait ça, et ensuite, on va avoir du coup, alors pas comme ça, un level, ces deux informations-là. Donc on va avoir 3 constructeurs. En gros, ça. Donc un premier qui demande un nom, et un autre qui va demander et le nom du joueur, et un niveau. Voilà. Et là vous allez voir du coup l'utilité en fait vraiment de cette surcharge de méthode qui fonctionne très bien pour le constructeur, parce que vous allez voir que du coup ces 3 instanciations vont marcher sans problème. Donc là, si j'ai toutes les infos, bah, c'est toujours très simple. Hein. Là c'est juste de l'affectation en gros. On va prendre l'habitude de mettre le this, comme ça voilà, c'est beaucoup plus explicite, surtout au niveau de la coloration. Et on fait ceci, pas de problème. Et là du coup on va afficher this.mname. Alors je sais qu'on n'a pas encore une fois pas vu grand chose sur tout ce qui est manipulation de chaîne, mais il va y avoir encore une fois une vidéo dessus, donc on verra tout ça bien dans le détail. Voilà. On va le répéter du coup ici, puisque de toute façon, histoire de voir qu'on est bien passé par chacune des méthodes en particulier. Et puis là, bah, le nom, pas de souci. On l'a donné, mais comme on n'a pas passé ici de choses pour le niveau, bah plutôt que de faire ce qu'on pourrait faire dans d'autres langages de programmation, c'est-à-dire par exemple, je vais y arriver décidément, genre ceci, comme ça on peut pas le faire en Java, bah pas de problème, on va le faire directement là. En disant bah comme là on n'a passé aucun niveau, et bah par défaut on le met à 1. Ce genre de choses. Alors d'ailleurs ici on va peut-être le mettre autrement. Voilà. Et ensuite, bah voilà, on a toutes ces informations là. Et si on n'a rien comme information ici, et ben on va mettre un nom inconnu et un niveau ici de 1. Voilà pour tout. Donc là, 3 constructeurs, donc 3 méthodes qui vont utiliser le principe de la surcharge en fonction des paramètres ici que nous donnons ou pas. Donc du coup on va pouvoir créer des joueurs sans aucun paramètre ou des joueurs avec la totalité des paramètres ou que celui-là. Par contre j'ai pas fait une méthode qui ne prendrait par exemple que le level. Sinon bah, il faudrait faire une autre méthode où on a en fait que int level. Mais bon là pour le coup pas forcément utile. Donc à partir de là, je n'ai plus qu'à exécuter tout ça. Alors oui c'est normal ça marche pas puisque ici maintenant il faut compiler voilà, plusieurs fichiers Java. Tout à l'heure j'en avais qu'un seul.
pourquoi j'ai oublié quelque chose. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je suis allé trop vite sur quelque chose. System level. Ah oui, bah oui, forcément. Attendez. On va faire ça comme ça. On va passer par deux, c'est pas grave. Ok. C'est normal, j'ai dû virer un truc en trop. On va y arriver, hein, force. Ok, donc on exécute. Et voilà comment ça marche. Alors là, bon, vous voyez que sans problème, j'ai... Alors oui, d'ailleurs, oui, j'ai mis un print ici, j'aurais pu... Bon, c'est pas grave. Du coup, il m'a collé la variable, mais c'est pas gênant. Donc on voit, encore une fois, si on suit les appels ici, qu'il y a eu en tout cas les instanciations. Quand je ne passe rien, ben, il a bien mis le nom par défaut et le niveau par défaut. Si je passe un nom, ben, il a mis le nom que j'ai choisi, mais il a mis le niveau par défaut. Et si je passe les deux informations, évidemment, bon là, les deux informations sont bien complétées au niveau des attributs de la classe. Voilà, donc ça c'est tout à fait un cas d'utilisation du principe donc de la surcharge des méthodes, de pouvoir comme ça avoir ce principe de, au final, de paramètres optionnels. On peut le gérer de cette manière-là. Et pour un constructeur, c'est pratique, parce que généralement on va faire dans ce qu'on appelle le constructeur par défaut. Donc un constructeur par défaut, il n'a aucun paramètre. On va remplir ça rapidement. Vous verrez par exemple quand vous avez besoin de faire des tests ou autres, de créer plein d'instanciations, avec ce constructeur-là, ça va mettre des informations justement par défaut pour éviter de devoir les noter manuellement. Et ensuite, généralement, on fait un constructeur complet. Voilà, c'est rare qu'on en fasse plus que ça. Généralement, on en fait au minimum ces deux-là. Un par défaut et un avec tous les paramètres nécessaires pour compléter les attributs de notre classe. Voilà un petit peu comment fonctionne cette surcharge de méthode. Alors, je regarde un petit peu sur mon papier si j'ai rien oublié. Alors, on verra également tout ce qui est paramètres variables. D'accord, dans une méthode, on peut faire ça aussi. Mais comme ça fait appel à des tableaux et qu'on n'a pas encore vu les tableaux, donc j'aborderai, je pense, les paramètres variables pour une méthode quand on abordera la vidéo concernant les tableaux. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà, je pense que tout est dit par rapport à ça. On a fini cette vidéo et par rapport à tout ce que je voulais vous montrer. Donc faut pas hésiter, hein, vraiment les choses importantes à ça, pas hésiter vraiment à vous servir de cette surcharge quand vous avez besoin comme ça de plusieurs méthodes qui manipulent des types de données différents. Et dans le cas ici d'une classe en particulier, d'avoir ça. Alors pour terminer, pour finir, quand on veut créer par exemple une méthode ici au niveau de notre personnel, alors notre joueur, donc on va faire genre juste ça. Je vais rester sur un constructeur par défaut, je vais virer celui-là. Voilà. Si à un moment donné, je veux lui faire une action, d'accord? Et bien là, comme on n'est plus dans la classe principale, comme on veut faire une méthode qui appartient à notre classe ici joueur, on n'a plus qu'à la créer tout simplement sans le mot-clé statique. Le mot-clé statique, en fait, ça veut simplement dire d'avoir une méthode qui serait accessible et utilisable sans créer de joueur. Mais nous, on ne veut pas, par exemple, pouvoir faire attaquer un joueur qui n'aurait pas été créé. Ça n'aurait aucun sens. Donc on dit simplement... Alors, c'est une méthode qui ne va rien retourner, mais elle va permettre d'attaquer. Elle va rien prendre. Et par exemple, on dira... Alors là, on va simuler une attaque, évidemment, sans rien faire vraiment. Et on va dire, du coup, this.mname. Ce genre de choses, d'accord? Et du coup, une fois que notre joueur est créé, pour faire l'appel, eh bien, c'est la variable en question, un point. D'accord, c'est comme en fait ça, out.println, vous voyez, c'est un petit peu le même principe, sauf que bon, out ça appartient à un package en fait qui s'appelle system, c'est pour ça qu'on écrit tout ça, mais ça on aura l'occasion de parler des packages plus tard. Donc là on dit P1, et bien tu lui appelles sa méthode attaque. Donc là c'est logique parce que c'est une instance à de player, donc il peut appeler une méthode qui appartient à cette classe. On a créé un joueur, donc à partir de ce moment-là, le joueur peut sans problème attaquer. C'est beaucoup plus logique comme ça. Voilà. Inconnu attaque une cible. Vous voyez, ça prend bien son paramètre, les attributs qu'on lui a donnés. Donc voilà comment ça fonctionne. Le mot-clé statique, quand vous voulez créer des méthodes dans la classe principale de votre programme, donc en fait la classe où vous avez la méthode main, vous créez des méthodes uniquement statiques, et par contre pour vos autres classes, vous créez des méthodes sans le mot-clé statique. Sauf si vous vouliez éventuellement pouvoir appeler une méthode sans créer de joueur. Mais il faut en avoir encore une fois l'utilité. On peut le faire, mais voilà. Dans la majorité des cas, vous vous contenterez de ça, donc vous mettez directement ici une méthode sans le mot-clé statique. C'est tout ce qu'on a vu précédemment ici, mais sauf que là on enlève juste le mot-clé statique et ça fonctionne.
Voilà un petit peu, je vais vous laisser avec cette fin de vidéo, j'espère que c'était suffisamment explicite, parce que pas forcément simple de tout expliquer, parce qu'il y a plein de petits détails, et je veux jamais rien oublier pour vous, et pas forcément passer à côté de certaines choses, parce que tout ce que vous aurez vu là et compris là, mais évidemment ça va pas vous handicaper pour la suite, et vu toutes les choses qu'il y aura à voir par la suite justement, c'est bien de pouvoir clarifier ces parties là pour commencer. N'hésitez pas s'il y a des questions en tout cas dans les commentaires, liées à la vidéo encore une fois, je le rappelle, et puis voilà, nous on se retrouvera du coup pour la prochaine séance sur ce cours même de programmation en Java. À bientôt tout le monde.